L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est restée top secrète par l'armée américaine jusqu'en 2004. C'est une histoire assez incroyable, d'ailleurs sur plusieurs plans, et je vous promets même une petite surprise à la fin si vous tenez jusque-là, bien entendu. Mais avant que je commence, si vous aimez les histoires sombres, passionnantes, incroyables, mais vraies, ou fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que j'essaye de mettre une histoire, un récit de l'ombre en ligne tous les samedis. Souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle histoire en ligne. Et allons-y, on va parler aujourd'hui de Shishijima. Shishijima est donc une petite île japonaise qui est située à environ 800 km au sud de la partie continentale du Japon. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais y ont installé une base et ont placé 2 tours radio au sommet de 2 montagnes de l'île. Ces tours radio sont devenus donc essentielles pour les opérations japonaises de communication, de surveillance dans le Pacifique pendant cette guerre. À cette époque, l'île est donc fortement fortifiée, avec jusqu'à 25 000 soldats qui sont sur place et d'énormes canons anti-aériens de l'époque. Alors, du fait où ça a quand même une valeur très stratégique, cette île, pour le Japon, pour cette raison, les Américains veulent bien la leur prendre. Mais les différents stratagèmes utilisés, ça ne marche pas et on déconseille, au point de vue tactique, on déconseille un débarquement amphibie sur cette île parce que cela entraînerait des pertes massives pour les Américains parce que les Japonais, de toute façon, repousseront l'attaque. Donc, du fait où le débarquement n'est pas possible, les Américains décident donc d'opter pour la meilleure alternative qui soit, et qui est d'essayer de bombarder ces 2 tours, et de cette façon, donc, de couper toute communication. Donc, en juin 1944, des porte-avions américains se dirigent vers l'île de Shishijima, et une fois que l'île est complètement encerclée, les Américains commencent à lancer leurs pilotes pour tenter de détruire ces 2 tours. Mais les Japonais, bien entendu, ne se laissent pas faire et malgré de lourdes pertes du côté japonais, ils repoussent chaque raid aérien américain et les empêchent de bombarder ces 2 tours. Après plusieurs mois de ces missions ratées au-dessus de Chichijima, les chefs militaires américains sont extrêmement frustrés, on le saurait pour moins d'ailleurs. Alors ils savaient que ça allait être une mission difficile, bien entendu, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi difficile que ça. Mais cette île est extrêmement importante stratégiquement parlant, donc ils doivent continuer à envoyer des pilotes jusqu'à ce que ces 2 tours soient détruites. Et en septembre de cette année-là, les Américains planifient un nouveau raid sur l'île de Chichijima. L'un des pilotes sélectionnés pour participer à ce raid particulier est un jeune homme de 20 ans qui s'appelle George et qui est le plus jeune pilote de la marine américaine de l'époque. Malgré son jeune âge, parce que 20 ans c'est quand même jeune pour être pilote, il a participé à plusieurs missions de combat et il a même déjà été abattu et il a pu s'éjecter donc dans l'océan avant d'être secouru. Donc le matin de ce raid, George est accompagné de son équipage qui est composé de 2 hommes, son opérateur radio qui s'appelle Dell et son mitrailleur qui s'appelle Ted. Tous les 3 montent donc à bord de cet avion. À 7h15, George et son équipage décollent avec des dizaines d'autres avions, il n'est pas tout seul, qui font partie de cette opération. Ils montent immédiatement au-dessus de 2400 mètres d'altitude parce que c'est l'altitude à laquelle ils sont hors de portée des canons anti-aériens. Le principe de cette mission est donc que tous les pilotes survolent l'île, puis pour larguer leurs bombes, ils doivent donc plonger en dessous des 2400 mètres, larguer manuellement leurs bombes. C'était pas l'époque où on avait les missiles téléguidés dirigés par ordinateur. Et puis après, essayer de remonter au-dessus des 2400 mètres s'ils survivent et de s'éloigner de l'île. Donc Georges, il a déjà effectué les missions de ce type. Il est l'un des premiers
à faire cette plongée vers l'île. Dès qu'il passe sous la barre des 2400 mètres, l'île littéralement explose sous les tirs anti-aériens, il y en a partout, tout simplement. Donc les obus montent de partout, les tirs aériens explosent tout autour de lui, et George remarque presque immédiatement que le côté de son avion est touché. Mais l'avion est suffisamment stable pour qu'il décide de continuer sa plongée et d'accomplir sa mission. Il crie à Ted et à Dell de tenir bon, ils descendent jusqu'à 900 mètres d'altitude, et quand George largue 2 bombes, ces 2 bombes qui font 225 kg touchent directement la tour radio qu'il devait bombarder. Mais à ce moment-là, l'avion de George est en flammes. Il peut à peine voler. Donc George crie à nouveau à Ted et à Dell de tenir bon. Il tire sur le levier et pour remonter le nez de l'avion et commence à s'éloigner de la tour vers l'eau, vers la mer. Et il parvient à s'éloigner de l'île, mais il sent que l'avion commence à descendre, ou continue en quelque sorte à descendre, il ne peut pas le contrôler. George a donc, comme je vous l'ai dit, il a déjà été abattu auparavant, et il sait que, enfin, ce qu'il en a appris, c'est qu'il est extrêmement important de voler le plus loin possible de l'ennemi avant de s'éjecter de son avion. Parce que si vous sautez trop tôt, bien entendu, et que vous atterrissez dans l'eau, ou vous amérissez en quelque sorte tout près de l'ennemi, vous allez tout simplement être capturé. Donc George tient ce levier et il maintient son avion en l'air aussi longtemps que possible et il vole donc en descendant de plus en plus bas, de plus en plus près de l'eau. Ted et Dell lui crient qu'il doit sauter. On doit sauter maintenant, c'est maintenant. Et pendant ce temps, à l'extérieur, les autres avions qui ont subi des dommages également, leurs équipages sont déjà en train de sauter. Mais George leur dit non, il faut tenir bon, tenez bon les mecs. Et il continue d'aller plus loin, jusqu'à ce qu'il soit si près de l'eau que là, il est presque trop tard pour sauter. Et c'est alors qu'il donne l'ordre de sauter de l'avion. George abandonne ses commandes, saute par la porte et se cogne d'ailleurs la tête à l'arrière de l'avion en sautant, mais son parachute s'ouvre juste avant qu'il ne touche l'eau et lui sauve la vie. Dès que George touche l'eau, il remonte à la surface et il est sous son parachute, donc il s'en débarrasse pour respirer, il détache son parachute et regarde un petit peu autour de lui. Il peut voir son avion, qui est donc maintenant sans pilote, s'écraser directement dans l'eau, et puis il cherche comme ça les parachutes de Ted et de Dell pour s'assurer qu'ils vont bien, mais il ne voit aucun parachute nulle part. Cependant, George remarque qu'il y a un canot de sauvetage de son avion qui a atterri ou qui a améri à environ 3 mètres de lui. Il nage donc jusqu'au canot et il y grimpe. Une fois à l'intérieur, il pense à Ted et il pense à Dell. Alors, il crie pour essayer de les appeler, mais pas de réponse. Alors, il se retourne dans le canot, il regarde et il fait face à l'île et, à son grand effroi, loin à l'horizon, il voit tout près du bord de cette île des bateaux de patrouille japonais qui sont en train de foncer dans sa direction. Il sait qu'ils viennent le chercher, lui et les autres personnes qui ont sauté de ces avions. Donc il se retourne, se jette à plat ventre à l'avant de ce canot et il commence à utiliser ses mains pour pagayer aussi vite qu'il peut et pour s'éloigner de cette île. Et pendant ce temps, tout en pagayant, il crie pour appeler Ted, pour appeler Dell dans l'espoir de les trouver. Il sait pas encore que tous les deux n'ont pas survécu au crash. L'un n'a même pas eu le temps de sauter de l'avion et il est mort à l'impact, et l'autre a sauté mais son parachute ne s'est pas ouvert. George nage donc aussi vite que possible, il appelle Dell, il appelle Ted, il regarde autour de lui mais il les entend pas, pour cause, et il sait que non seulement il va pas retrouver ses amis, mais que, en fin de compte, il va pas pouvoir distancer ses bateaux à la nage. Faut pas rêver non plus. Donc, à un moment donné, il se retourne simplement et il s'assoit dans le canot. Il regarde vers ses bateaux de patrouille et il sait qu'à un moment donné, ils vont arriver jusqu'à lui et ils vont le capturer. Il pense aussi beaucoup à la culpabilité qu'il ressent pour Ted et pour Dell. Il se remet en question et remet en question sa décision d'avoir maintenu l'avion en vol aussi longtemps et de les avoir fait sauter si tard. Et il se dit, je les ai probablement fait tuer en fin de compte. Puis il pense à sa femme, il se demande s'il la reverra un jour. Il se retourne encore vers ces bateaux japonais qui se sont maintenant beaucoup rapprochés, mais ils sont encore relativement loin. Et il commence à se préparer mentalement à sa captivité.
Mais avant qu'il puisse être capturé, des avions américains arrivent en trombe au-dessus de lui. Il passe en volant vers l'île et il commence à larguer des bombes et à mitrailler ces fameux bateaux japonais qui venaient chercher George. Et George pense alors, mon Dieu, quelle chance. Il se retourne, se remet à plat ventre et recommence à pagayer aussi vite qu'il peut pour essayer de s'éloigner, puisque ces bateaux, pour l'instant, ils sont totalement préoccupés par les avions au-dessus d'eux. Pendant 2 heures, George utilise toutes ses forces pour nager aussi loin que possible de cette île. Il est tout simplement allongé sur le canot quand il entend le bruit de quelque chose qui sort de l'eau. Il se retourne et il voit le périscope d'un sous-marin américain émerger de l'eau. Quelques secondes plus tard, l'équipage de ce sous-marin américain arrive, juste à côté de lui. Ils le sortent du canot, le mettent dans le sous-marin et il est sauvé. Outre George, Ted et Dale, il y a 8 autres aviateurs américains qui ont dû sauter de leurs avions parce qu'ils étaient gravement endommagés après ce raid. À l'origine, ces 8 personnes n'ont donc pas été récupérées et on pensait qu'elles s'étaient noyées en mer, mais en fin de compte, ce n'était pas vrai. Le gouvernement américain a découvert assez rapidement ce qui leur était arrivé, mais les détails de ce qui leur était arrivé étaient si atroces que le gouvernement a décidé de ne le dire à personne. Il ne voulait surtout pas le dire aux parents et aux proches de ces 8 aviateurs, parce qu'ils pensaient que s'ils entendaient le véritable récit, ça serait trop traumatisant pour eux. Ils ont donc rendu les détails de ces 8 morts totalement secrets. Et cela a été tenu secret jusqu'à 60 ans plus tard, en 2004, lorsqu'un auteur américain nommé James Bradley, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, il a écrit plusieurs romans à succès, basés sur des faits réels, découvre les transcriptions d'un procès pour crime de guerre japonais d'après la Seconde Guerre mondiale, qui a été tenu à Guam, où des chefs militaires japonais ont avoué ce qu'ils ont fait à ces 8 Américains capturés. Alors accrochez-vous. Si vous êtes des âmes sensibles, il est temps d'arrêter ici, de mettre le pouce en l'air et d'aller voir autre chose. Les autres, suivez-moi. Les soldats japonais, donc, ont repêché ces 8 Américains et les ont ramenés sur l'île. Alors, souvenez-vous que ces soldats japonais, sur cette île, ça fait plusieurs mois qu'ils ont été constamment ou quasi constamment bombardés par l'aviation américaine. Ils ont subi un taux de perte très élevé. Donc, ils ne portent pas les Américains dans leur cœur. Et ils veulent se venger d'eux. Et du coup, vous avez 8 prisonniers américains sur cette île, sans personne pour les protéger. Alors, que pensez-vous qui se passe? Les Japonais décident donc qu'ils vont se venger sur ces 8 hommes. Dans les 24 heures qui suivent leur capture, ces 8 hommes sont regroupés dans une section de l'île quand l'un d'entre eux, Marv Mershon, 19 ans, de Long Beach, Californie, est saisi par un commandant japonais. Il est mis debout, il est déplacé vers la zone centrale de leur camp militaire. Il l'attache à un arbre. Ce commandant encourage donc tous les autres soldats japonais à le battre, à frapper Marv. Donc toute la journée, des soldats viennent et tabassent Marv. Et Marv est donc attaché à l'arbre, il ne peut rien faire. Les 7 autres prisonniers sont forcés de simplement regarder ça, bien entendu, sans rien faire, parce que de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Cette nuit-là, le même commandant revient, détache Marv de l'arbre, il dit à ses 7 autres prisonniers de rester là où ils sont. Le commandant et plusieurs autres soldats japonais emmènent Marv, le font marcher loin de ce groupe dans la jungle. Ils le conduisent jusqu'à une tombe fraîchement creusée. Et debout à côté de la tombe que Marv aurait vue, se trouve ce soldat japonais qui porte un sabre. On dit à Marv de marcher jusqu'au bord de cette tombe, de s'agenouiller devant cette tombe, et il le laisse fumer une dernière cigarette. Apparemment, Marv fume très calmement la cigarette, et quand il a fini, l'homme au sabre met un bandeau sur les yeux de Marv et lui dit de tendre le cou, et dès qu'il le fait, il est décapité. Ensuite, il l'enterre dans cette tombe fraîchement creusée. Cette nuit-là, un peu plus tard donc, l'un des généraux japonais sur l'île, un homme qui est nommé Yoshio Tachibana, et qui est alcoolique et connu pour ses tendances sadiques avec les prisonniers, il est assis en train de boire et il passe un bon moment. Et il se décide pour dire que ces soldats doivent prouver qu'ils ont ce qu'il appelle l'esprit combatif.
Et la seule façon, d'après lui, de montrer qu'ils ont cet esprit combatif est de consommer de la chair humaine. Tachibana ordonne donc à ses soldats d'aller exhumer Marv de sa tombe, qui n'est donc pas très profonde, et il envoie donc également un de ses chirurgiens, il lui dit de prélever la cuisse de Marv. Le chirurgien retire donc la cuisse de Marv, la donne à l'un des cuisiniers, et les cuisiniers préparent un énorme repas avec cette cuisse. Ils le servent ce repas à Tachibana et à ses autres officiers supérieurs et quelques soldats. Apparemment, la cuisse de Marv a si bon goût avec de la sauce soja et du saké que Tachibana ordonne à ses soldats de retourner couper plus de viande sur Marv, chose qu'ils font donc. Un mois après l'exécution et la consommation de Marv, Tachibana décide qu'en fin de compte, il voudrait bien manger plus de chair humaine. Et il veut que ses soldats mangent plus de chair humaine, car d'après lui et d'après plusieurs autres officiers superstitieux, il pense que cela peut les rendre plus forts et que ce serait bon pour leur estomac, pour leur santé, leur yin, leur yang, etc. Il décide donc qu'ils vont tuer plus de prisonniers américains et les manger. Ils amènent donc les 7 prisonniers américains qui restent là, et une fois qu'ils sont tous au champ de tir, comme ça s'appelle, l'un des officiers japonais saisit Floyd Hall, 25 ans, du Missouri. Ils le sortent du groupe, l'emmènent au milieu de ce fameux champ de tir, l'attachent à un poteau en bois dans le sol, et une fois qu'il est en place, Tachibana, qui est présent, ordonne aux autres soldats japonais de s'exercer au maniement de la baïonnette sur Floyd Hall. Et c'est ainsi qu'un par un, ces différents soldats s'approchent et plongent leur baïonnette dans la poitrine de Floyd Hall, dans son estomac, dans son ventre, par-ci par-là, jusqu'à ce qu'il meure finalement. Une fois mort, Tachibana, qui a amené ses chirurgiens pour cette raison précise, les envoie retirer le foie et la vésicule biliaire de Floyd, juste devant les 6 prisonniers encore vivants. Ils regardent cela se produire juste devant eux, juste sous leurs yeux. Et puis, une fois que le foie et la vésicule biliaire ont été retirés et enveloppés dans du papier cellophane pour les conserver, les chirurgiens retournent se tenir sur le bord, enfin sur le côté, parce qu'ils savent que c'est pas la dernière exécution de la journée. Les 6 autres prisonniers regardent donc autour d'eux en se demandant ce qui va suivre, et puis l'un des commandants s'approche et saisit un autre prisonnier, qui s'appelle Earl Vaughn. Il a 22 ans et il vient du Texas. Et dès qu'il est saisi, il sait qu'il va subir le même sort que Floyd. Il devient tout de suite provocateur. Il veut mourir plus rapidement. Alors il se met à crier « Semper Fi », qui veut dire « Semper Fidelis », toujours fidèle. C'est la devise des Marines aux États-Unis. Et il crie ça aux Japonais. Il n'arrête pas de tendre son cou et de pointer sur son cou en indiquant qu'il veut une mort propre et rapide. Décapitez-moi, en quelque sorte. Alors les Japonais essayent de l'attacher à ce poteau en bois parce qu'eux, ils veulent s'exercer à la baïonnette sur lui, bien entendu. Mais c'est trop difficile avec Earl. Il se débat tellement et il n'arrête pas de tendre son cou que finalement, l'un des soldats le fait tomber et le décapite. Et encore une fois, les chirurgiens accourent sur le terrain et, à la vue des 5 captifs américains restants, ils retirent le foie et la vésicule biliaire d'Earl, l'enveloppent dans du papier cellophane pour les conserver. Puis, ils prennent différents organes de Floyd et de Earl et retournent voir les cuisiniers pour les faire préparer. Et cette nuit-là, tous les officiers supérieurs de l'île festoient avec Earl et Floyd. Quelques jours après les meurtres de Floyd et de Earl, les 5 autres captifs sont également exécutés de manière similaire, un par un devant leurs camarades, et 2 de ces 5 restants sont également consommés. Et malheureusement, l'un de ces 2 n'est pas exécuté au préalable. Au lieu de ça, les morceaux de son corps sont chirurgicalement amputés, puis ces morceaux sont cuisinés et mangés. Et plus tard, quand ils ont fini de le manger, ils reviennent en couper un peu plus et un peu plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à manger. Et à ce moment-là, le prisonnier est exécuté. Ils font cela pour garder leur viande fraîche, entre guillemets. Après la fin de la guerre, donc, c'est 34 de ces soldats japonais, dont le général Tachibana, sont jugés pour crimes de guerre, pour les atrocités qu'ils ont commises contre ces 8 prisonniers de guerre. Ils sont tous reconnus coupables et sont donc tous pendus et ils sont enterrés dans des tombes anonymes à Guam.
Les autres hommes qui étaient sur l'île et qui ont été témoins de ces atrocités et n'ont rien fait à ce sujet, ou y ont participé de façon secondaire, sont également jugés pour crimes de guerre, sont également reconnus coupables et envoyés en prison, mais ils ont tous été libérés après 8 ans de prison. Donc toute cette partie de l'histoire a été tenue secrète jusqu'en 2004, et Georges a donc 80 ans lorsqu'il apprend finalement les atrocités sur l'île de Chichijima, auxquelles il a échappé pour quelques secondes. Comme tout le monde qui apprend ça, il est totalement horrifié, il est totalement perturbé, mais plus que tout, bien entendu, Georges a un profond sentiment de culpabilité d'avoir survécu. Mais il y a une chose que l'on peut dire en plus de ça avec certitude, c'est que Georges n'a pas gâché sa seconde chance qu'il a eue dans la vie. Georges, de son nom complet George Bush, allait devenir le 41e président des États-Unis d'Amérique, et son fils, également nommé George Bush, George W. Bush, allait devenir le 43e président des États-Unis d'Amérique. 2 dirigeants mondiaux qui allaient changer le cours de l'histoire pour toujours et qui n'auraient jamais existé si George Bush Senior avait sauté de cet avion de l'île de Chichijima quelques secondes plus tôt. Voici donc matière à réflexion. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'à partir de maintenant, vous savourerez et profiterez de chaque seconde de votre vie. Et souvenez-vous, un choix différent ou un choix de quelques secondes peut changer toute une vie, des fois même plusieurs. Merci d'avoir suivi ce récit de l'ombre. Je vous dis à samedi prochain pour un autre récit. Au revoir.